Le vent dévalait les collines en hurlant, s'engouffrant dans le lit du ruisseau de Riverban comme une meute de loups affamés. Il rugissait sur les toits, faisait cliqueter les volets de l'école à classe unique et glissait des doigts glacés sous le seuil de la porte où Miss Eliza Carrington se tenait sans manteau, son souffle visible, les yeux scrutant la route déserte. Les enfants étaient tous rentrés chez eux 1 heure plus tôt, piétinant la neige par groupes de 2 ou 3, écharpes de laine serrées et moufles traînant derrière eux. Eliza était restée pour nettoyer le tableau noir, même si, en vérité, c'était surtout pour éviter de retourner à sa cabane. Cette petite maison ne contenait plus que le silence et des souvenirs qu'elle ne pouvait supporter d'affronter avant le coucher du soleil. Veuve depuis 6 mois, sans salaire depuis 3, et à une tempête de neige près de tomber dans l'oubli. Eliza resserra son châle et sortit. Ses bottes s'enfoncèrent dans la neige presque jusqu'aux genoux. Le vent lui mordait les joues, ses lèvres gercées et à vif. Chaque pas vers la lisière du village semblait plus lourd que le précédent. La lanterne qu'elle portait vacillait comme pour protester, projetant de longues ombres mouvantes sur le sol enneigé. Têtue comme une mule, comme votre défunt mari, peut-être même plus, avait dit la vieille Madame Carter lorsqu'elle avait refusé la charité des dames de l'église la semaine dernière. Eliza s'en moquait. Elle avait enterré sa fierté en même temps que Thomas. Il ne restait plus que la promesse qu'elle avait faite de maintenir l'école ouverte, d'enseigner aux enfants de Riverban, même si le monde venait à geler complètement. Et ce soir-là, c'était presque le cas. Lorsqu'elle atteignit sa cabane, ses mains étaient gourdes, et la clé glissa 2 fois avant que la serrure ne cède. À l'intérieur, l'air n'était pas plus chaud. La cheminée était froide et sombre, sa dernière réserve de bois de chauffage ayant été consumée la veille. Elle alluma l'unique lampe près de la fenêtre et laissa tomber sa sacoche près de la porte. Le manteau de Thomas était toujours accroché là, intact, monument à un homme parti un jour dans la tempête chercher de l'aide et jamais revenu. Eliza se laissa tomber dans le fauteuil à bascule, dénoua son écharpe et fixa l'âtre vide. Ce n'était pas la faim qui lui tordait les entrailles. C'était le silence. Puis on frappa. Elle sursauta, le souffle coupé. Un coup unique et ferme à sa porte, au milieu d'une tempête de neige. Miss Carrington. Une voix grave traversa le bois. Elle se leva lentement, ses doigts effleurant le pistolet sur le manteau de la cheminée. Qui est là? Calder Roar, de Southridge. Eliza Hesiter. Elle connaissait ce nom. Tout le monde le connaissait. Propriétaire de la ROR 4 Company. Un vétéran de guerre qui vivait seul dans les collines, avec plus de chevaux que d'amis. Il était en ville le mois précédent, parlant à l'église des pistes de transhumance et des conflits liés aux barbelés. Le regard froid, le dos droit, l'incarnation des ennuis. Que voulez-vous? Du bois de chauffage, dit-il simplement. Et un repas correct, si vous le permettez. Sa prise sur le pistolet se desserra. Je n'ai pas grand-chose. Il ne répondit pas. Quand elle ouvrit la porte, il se tenait encadré par la tempête, son chapeau saupoudré de neige, son manteau lourd de glace, un bras berçant un sac de toile rempli de bûches. « J'ai entendu parler de votre situation, » dit-il. « Je ne suis pas venu par pitié. J'ai juste pensé qu'on pourrait peut-être s'entraider. » Eliza ne dit rien, se contenta de s'écarter pour le laisser entrer. Il empila le bois près de l'âtre sans un mot, sortit du petit bois de son sac et s'agenouilla, craquant une allumette avec une aisance consommée. Le feu prit lentement, brillant doucement d'une lueur orange dans l'obscurité. Elle se tenait à quelques pas, les bras croisés. « Observant. Vous surveillez l'école, » dit-elle d'un ton neutre. « Tous les matins cette semaine, je n'essayais pas de me cacher. » « Pourquoi ?» Il ne la regarda pas. « Je voulais voir combien de temps vous tiendriez. » Eliza se raidit. « Je n'ai pas besoin d'un sauveur. Je n'ai pas dit ça. » Il leva alors les yeux, et à la lumière vacillante du feu, son expression s'adoucit légèrement. « Mais je sais ce que c'est que d'essayer de tenir le monde à bout de bras quand on a le gel jusqu'aux os. » Le silence s'épaissit entre eux. Le feu crépitait plus fort maintenant, projetant des reflets dorés sur le plancher de bois nu. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle. « Pourquoi venir ce soir ?» Il se rassit sur ses talons. « Parce qu'une tempête se prépare qui va engloutir toute cette vallée si personne n'intervient. Et parce que, si vous me le permettez, je préférerais ne pas voir une femme bien mourir pour une question de fierté. » Sa gorge se serra. « Vous ne me connaissez pas.
Pas encore. Plus tard, ils mangèrent le peu qu'il lui restait. Du pain rassis et un bouillon clair. Calder ne se plaignit pas. Il n'offrit pas non plus de le remplacer. Il resta assis près du feu, lui parlant des pistes à bétail et des loups dans les hautes collines, de la perte d'un frère à la guerre et d'une femme emportée par la fièvre. Elle ne lui raconta rien, mais il semblait pourtant comprendre. Quand il se leva pour partir, il laissa la moitié du bois près de l'âtre et un petit paquet sur la table, de la farine, du café et un petit morceau de fromage. « Je reviendrai, dit-il sur le seuil, voir comment vont les enfants, et si votre fierté a réfléchi. » Élisa ne répondit pas, mais quand elle referma la porte derrière lui, elle réalisa que ses mains ne tremblaient plus. Dehors, le vent hurlait comme une bête à l'agonie. Dedans, le feu brûlait, chaud et constant. Et pour la première fois depuis des semaines, Élisa Carrington s'autorisa à espérer. La tempête n'était pas passée. Elle avait empiré. La neige tombait en billets, comme des poignards, s'accumulant en hautes congères contre les murs de l'école et ensevelissant les clôtures sous des amoncellements fantomatiques. En ville, les portes restaient verrouillées, les volets clos, et personne ne s'aventurait dehors à moins de n'avoir pas d'autre choix. Élisa Carrington n'avait pas d'autre choix. Chaque matin, elle marchait jusqu'à l'école, son manteau boutonné jusqu'au cou et son écharpe bien enroulée. Chaque jour, moins d'enfants arrivaient. Le vendredi, seuls 3 d'entre eux grelottaient dans la cour. Marie Goodwin, dont le père s'était cassé la jambe dans la grange. Polly Talbot, qui portait les bottes de son frère aîné, trop grandes et bourrées de papier journal au bout, et la petite Sadie Flynn, qui n'avait pas dit un mot depuis la mort de sa mère le mois précédent. Élisa les rassembla à l'intérieur, alluma ce qui restait de son petit bois et tenta de continuer. Elle enseignait l'arithmétique à la lueur des bougies, enveloppait les mains de Sadie dans les siennes pour les réchauffer, et lisait des extraits d'un exemplaire élimé des 4 filles du docteur Marsh tandis que le vent faisait vibrer les vitres. À midi, le feu s'était éteint. Ses doigts lui faisaient mal à cause du froid. Pourtant, elle continua de lire. « J'ai la clé de mon château en Espagne, dit-elle doucement, mais reste à savoir si je pourrai en ouvrir la porte. » Les mots se nouèrent dans sa gorge. C'est alors que la porte s'ouvrit à nouveau. « L'école est fermée, » annonça Calder ROR en entrant, ses bottes répandant de la neige sur le plancher. Les enfants le dévisagèrent. Polly cligna des yeux. « Qui le dit ?»« Moi, » répondit Calder en retirant son chapeau, des flocons tombant sur le sol. « La tempête a tourné. Cet endroit n'est plus sûr. » Eliza se leva lentament. « Vous ne pouvez pas débarquer comme ça. Et j'ai amené le chariot, la coupe à théil, le regard dur. Couverture, eau chaude, de la place pour 3. » Élisa croisa les bras. « Vous n'emmènerez mes élèves nulle part. J'ai déjà parlé à leur famille. » Il fit un geste vers la porte, sa voix calme mais ferme. « Ils savent, ils sont d'accord. » Les enfants regardèrent tour à tour Élisa et Calder. Polly avait déjà attrapé ses livres. Élisa se posta devant la porte. « Vous auriez dû me consulter. » Calder baissa les yeux sur elle. « Je l'ai fait. Il y a 3 jours. Vous n'avez simplement pas écouté. » Elle sentit sa fierté monter comme une lame de fond. Amère et froide. « Je suis leur maîtresse et j'essaie de les maintenir en vie. » Ils se fixèrent. Les enfants furent oubliés un instant, le souffle suspendu. Finalement, Élisa s'écarta. Une fois les enfants partis, Calder revint. Sans y être invité, une fois de plus, malvenu. Il se tenait au centre de la salle de classe vide, étudiant le givre qui grimpait sur les fenêtres. « Vous allez geler dans cette cabane. Je me débrouillerai. » Il se tourna lentement. « Non, et vous le savez. » Élisa soutint son regard, la mâchoire serrée. « Alors, dites ce que vous êtes venu dire. » Calder traversa la pièce en 3 longues enjambées et posa un papier plié sur son bureau. « Un contrat. Gîte et couvert. Vous enseignerez aux enfants des employés du ranch jusqu'au printemps. » Elle cligna des yeux. « Quoi ? » J'ai une 12aine de gamins éparpillés sur 3 comtés. Intelligence. Sauvages comme des coyotes. Ils parcourent des heures pour venir en ville quand ils le peuvent, pour écrire 2 mots. Je construirai une salle de classe au ranch. Chauffée, au sec, en sécurité. Élisa déplia la page,
les doigts tremblants. Son écriture était nette, assurée. Les termes étaient justes, généreux même, un endroit où vivre. Un salaire, son propre logement. Sa gorge la brûlait. Pourquoi moi? Parce que vous n'avez pas abandonné, dit-il simplement, quand tout le monde l'aurait fait. Et parce qu'ils vous font confiance. Elle relut le papier. La voix de Calder s'adoucit. Je ne vous offre pas la charité, Elisa. Je vous offre un partenariat. Quelque chose de réel. Quelque chose de bien. Elle leva alors les yeux vers lui. Vraiment? Regarda sous l'extérieur bourru, la mâchoire crispée, les yeux froids. Il y avait un homme qui avait trop vécu, trop perdu, et qui lui offrait encore un abri. Cela la terrifiait. Je ne veux pas vous être redevable. Vous ne le serez pas. Je garde mon indépendance. Bien sûr. Et si je choisis de partir au printemps? Alors vous partirez. Eliza posa le contrat. J'y réfléchirai. Calder hocha la tête, remettant son chapeau. Je reviendrai demain matin. Cette nuit-là, le vent gémit dans les combles comme une créature vivante. Elisa était assise près du feu, le contrat sur ses genoux, le manteau de Charles toujours accroché, intact, au crochet près de la porte. Elle ne pleura pas. Elle ne l'avait pas fait depuis les funérailles. Mais elle fixa les flammes et murmura un seul mot dans le silence. S'il vous plaît. Pour la chaleur, pour la grâce, pour une chance qu'elle n'avait pas osé désirer. La tempête faisait rage, mais le matin viendrait. La neige n'avait pas cessé. Elle tombait en rideaux épais, effaçant les lignes entre la terre et le ciel, entre le passé et l'avenir. Mais pour la première fois depuis des semaines, Elisa Carrington avait chaud. Elle était assise au bord d'un lit étroit, nichée dans un coin de ce qui avait été autrefois la bibliothèque du ranch. C'était maintenant une salle de classe improvisée avec des lampes à huile sur chaque mur, un tableau d'ardoise accroché entre 2 fenêtres et 10 petits pupitres fabriqués à partir de caisses réaménagées. La salle de classe de Calder avait été promise et livrée en 2 jours chrono. C'était un homme de peu de mots, mais quand il en donnait un, il semblait avoir du poids. Elisa se leva et s'approcha du feu. La chaleur l'enveloppa comme un châle. Une bouilloire sifflait doucement sur un poêle voisin, et l'odeur du café frais emplissait la pièce. Elle s'accorda un instant pour respirer. Puis vint le bruit des sabots. Dehors, un chariot entra bruyamment dans la cour, et quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit brusquement dans une rafale de neige et de rire. Mademoiselle Carrington. 10 enfants déferlèrent à l'intérieur, secouant la neige de leurs chapeaux et écharpes, leurs bottes dégelant sur le plancher de bois. Ils étaient plus jeunes qu'elle ne s'y attendait, âgés de 6 à 12 ans, et plus rudes aussi. La plupart portaient des vêtements rapiécés et tenaient des ardoises usées sous leurs bras, mais leurs yeux pétillaient, et ils la saluèrent avec une curiosité qui n'avait rien à voir avec les bonnes manières et tout à voir avec l'émerveillement. « Vous êtes vraiment une maîtresse ?» demanda un garçon, les joues roses de froid. « Oui, » répondit Elisa en lui époussetant l'épaule. « Maman dit que vous enseignez en ville, » intervint une fille, avant la tempête. « J'enseigne toujours, » répondit-elle doucement. « Juste dans une pièce différente. » Les enfants se regroupèrent, incertains de savoir où s'asseoir. Elisa leur montra les pupitres. « Où vous voulez. » Ils s'installèrent bruyamment, parlant, riant. Aucune peur en eux. Aucune conscience du poids qu'elle avait porté depuis la mort de Thomas. C'était comme si leur présence repoussait encore plus le froid. Elle prit un morceau de craie. Kmenkens. À la mi-journée, la salle de classe était pleine de vie. Elisa se déplaçait entre les pupitres, répondant aux questions, guidant les mains sur les ardoises, louant les progrès. Elle apprit leurs noms, Rosa, Joseph, May, Samuel et les autres, et vit en eux quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. L'espoir. Ils étaient intelligents, avides d'apprendre. Certains ne savaient pas épeler leur propre nom, mais pouvaient énumérer chaque partie d'une selle ou compter le bétail en 3 langues. Quand elle leur demanda de dessiner quelque chose qu'ils aimaient, un enfant esquissa la maison du ranch. Un autre dessina une jument avec un sabot tordu. Rosa dessina Elisa debout près du tableau noir, un feu brillant derrière elle. La ressemblance lui piqua les yeux. À midi, Calder entra, portant un plateau de pain, de ragoût et de tasses de lait chaud.
La pièce devint silencieuse tandis que les enfants se levaient instinctivement. Il n'était pas seulement l'homme qui dirigeait le ranch. Il était un mythe pour eux. « Mangez », dit-il simplement en posant le plateau. « Merci, monsieur ROR », dit doucement Rosa. Il hocha la tête une fois et partit aussi silencieusement qu'il était venu. Eliza servit la nourriture en silence. Les enfants mangèrent avec appétit, et elle remarqua que plusieurs d'entre eux offraient la moitié de leur pain aux autres sans un mot. Elle ne mangea pas. Sa faim était d'une autre nature. Ce soir-là, les enfants furent renvoyés chez eux dans des traîneaux tirés par des chevaux robustes. Calder avait pensé à tout. Eliza resta en arrière, s'essuyant la craie des mains quand elle entendit frapper doucement à la porte. Il entra, époussetant la neige de son manteau. « Vous avez fait impression », dit-il. « Eux aussi. » Calder l'observa un moment. Puis, à sa surprise, il s'avança et posa un paquet emballé sur son bureau. « Une couverture, dit-il. En laine, cousu main. J'en ai une maintenant. En avez-vous trop ?» Eliza hésita, puis tendit la main et toucha le tissu. Il était épais, doublé de coton, et cousu de motifs soignés, des roses s'épanouissant en fil rouge sur un fond bleu profond. « Votre femme ?» demanda-t-elle doucement. Il hocha la tête. « Catherine. » Elle les faisait l'hiver avant de mourir. La main d'Eliza s'immobilisa. « Vous gardez son travail dans la salle de classe. » Elle croyait à la chaleur, dit-il simplement. Même pour des inconnus. Un silence s'installa entre eux, confortable cette fois, mesuré. « Je devrais y aller, » dit-il finalement. Eliza hocha la tête. « Bonne nuit, monsieur ROR. » Il s'arrêta à la porte. « Vous pouvez m'appeler Calder. » Elle ne répondit pas. Et il n'insista pas. Mais après son départ, elle enroula la couverture autour de ses épaules et se tint près du feu. L'odeur de la fumée et de la neige se mêlant à quelque chose de plus ancien. Le chagrin peut-être, ou quelque chose qui commençait à guérir. Plus tard, alors qu'elle corrigeait des copies à la lueur de la lampe, elle retrouva le dessin de Rosa. Eliza entourée d'enfants souriant devant un feu. Dans le coin, la petite fille avait écrit « Notre nouvelle maîtresse ». Elle fait partir le froid. Eliza pressa la page contre sa poitrine et ferma les yeux. Peut-être pouvait-elle être cette personne. Peut-être, juste peut-être, l'était-elle déjà. La neige s'arrêta enfin. À sa place s'installa un froid cassant, douloureux. Le genre de froid qui pénétrait jusqu'aux os et ne partait jamais complètement. La vallée était silencieuse sous sa couverture blanche. Et le ciel était d'un bleu pâle, tranchant comme du verre. La fumée s'enroulait des cheminées. Des glaçons pendaient comme des poignards à chaque avant-toit. À l'intérieur de la bibliothèque transformée en salle de classe, les enfants retiraient gants et écharpes dans un joyeux brouhaha. Eliza les accueillit avec un sourire et des tasses de thé chaud, l'une des contributions de Madame Chen à la routine scolaire. Le feu brûlait fort, les fenêtres tenaient bon. Pour une fois, tout semblait aller bien. Mais cette nuit-là, la tempête vint de l'intérieur. Elle commença par une toux. Eliza venait de finir de balayer quand elle l'entendit, rauque et profonde, résonnant de quelque part près de la grange. Elle sortit, l'écharpe bien serrée, et aperçut Calder plié en deux près de l'abreuvoir des chevaux, une main agrippée à la barrière. « Monsieur ROR » appela-t-elle, la voix sèche. Il se redressa trop vite, le souffle court. « Juste une toux. »« Vous saignez » dit-elle d'un ton neutre, les yeux se plissant alors qu'il essuyait sa bouche avec sa manche. Une traînée de rouge tachait la laine. « Calder Grimmoca. » Ça va, mais Eliza était déjà à ses côtés, le guidant, le tirant presque vers la maison principale. Son corps était chaud, trop chaud, fiévreux. Au moment où ils atteignirent le salon, il tremblait. « Asseyez-vous » ordonna-t-elle. « Ne discutez pas. » Il ne discuta pas. Elle attisa le feu, apporta une bassine, des linges humides et lui fit boire de l'eau entre les lèvres. Calder tenta de protester, mais elle lui lança le même regard qu'elle réservait à Polly Talbot quand il se conduisait mal. « J'ai déjà fait ça, » dit-elle. « Mon mari, il est tombé malade ce dernier hiver. Je sais ce que c'est. » Calder la regarda à travers des yeux fiévreux. « Vous ne parlez jamais de lui. »« Non, dit-elle doucement. Je ne le fais pas.
Thomas Carrington avait été un homme silencieux, doué avec les chevaux, encore meilleur avec le silence. Quand la fièvre était venue, elle avait brûlé vite. 3 jours entre la première toux et le dernier souffle. Élisa avait passé ses jours à son chevet, essayant tous les remèdes de bonne femme que les voisins chuchotaient. Tisane à l'oignon, camphre, vinaigre bouilli. Rien n'avait fonctionné. Je l'ai enterré de mes propres mains, dit-elle maintenant, pressant le linge sur le front de Calder. Le sol était gelé. Ça m'a pris toute la nuit. Calder ne dit rien. Ses yeux papillonnèrent et se fermèrent. J'ai juré que je ne m'attacherais plus jamais, murmura Élisa. Parce que ça finit toujours comme ça. Dans le feu ou le gel. Toujours. Il tendit soudain la main, lui attrapant le poignet. Pas brutalement, mais fermement. Je ne suis pas lui, râla-t-il. Je sais. Et elle le savait. Parce que quand elle regardait Calder, elle ne voyait pas Thomas. Elle voyait un homme qui avait traversé différentes tempêtes. Un homme qui connaissait le chagrin comme elle connaissait la faim. Toujours là, jamais bruyant. Il sombra dans le sommeil. Élisa resta assise à côté de lui, alimentant le feu en bûche, épongeant la sueur de son visage, murmurant des mots sans suite juste pour le maintenir rattaché au monde. Elle resta toute la nuit. À l'aube, la fièvre tomba. Calder ouvrit les yeux, plus clairs maintenant, et la trouva affalée sur la chaise à côté de lui, la tête reposant sur ses bras. « Eliza !» Elle s'agita, clignant des yeux. « Vous êtes réveillée. »« Je suis désolé, » dit-il d'une voix rauque. « Pourquoi ?»« De vous avoir fait vous souvenir. » Elle secoua la tête. « Certains souvenirs ne s'en vont pas. Mais vous n'avez pas apporté les miens. Vous avez assez des vôtres. » Un silence passa entre eux. Puis Calder dit doucement. Catherine est morte il y a 5 hivers. La fièvre, aussi. Elle était forte, têtue. Elle a continué à enseigner à l'école de la mission jusqu'à ce qu'elle s'effondre dans la neige. Le souffle d'Élisa se coupa. J'ai construit cette école pour elle, dit-il. Mais je ne l'ai pas ouverte. Je ne pouvais pas. Vous l'avez fait maintenant. Non. Il se tourna pour la regarder. C'est vous qui l'avez fait. Cet après-midi-là, les enfants apportèrent des dessins de bonshommes de neige. De bétail et de rêves. Rosa avait de nouveau dessiné Élisa, cette fois avec Calder assis à côté d'elle, un feu brillant entre eux. Elle sourit malgré elle. Plus tard, dans sa chambre, elle trouva un paquet enveloppé dans de la toile de jute, des bottes neuves, une paire de gants doux et un petit livre de poésie. Pas de mots, pas de signature, mais elle savait. Et dans le tiroir à côté de son lit, elle plaça le livre à côté de la montre de poche de Thomas. Non pas comme un remplacement, mais comme le signe de quelque chose de nouveau. Le dégel s'installa lentement. Il commença par des gouttes tombant des avant-toits, le murmure de la neige fondante glissant des toits sous le soleil de fin de matinée. Les pistes se durcirent en boutassées, non plus en glace, et avec la fonte vinrent les visiteurs, les yeux curieux, les langues bien pendues. Au moment où Élisa atteignit le magasin général en ville, les commérages l'avaient devancée. « Vous avez entendu ?» murmura Madame Felton derrière un baril de farine. « Il la recueillie. » Cette institutrice qui vit dans sa maison, qui enseigne à ses enfants. « Ce ne sont pas ses enfants à elle », lança sèchement Madame Weller en pliant du linge. « Et c'est indécent. Elle est encore en deuil. Elle ne porte plus le noir. Eh bien, ça veut tout dire. » Élisa se tenait de l'autre côté de l'étagère du magasin, le dos droit, les mains serrées sur l'anse de son panier. Elle ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. La honte lui brûlait la peau. Non pas à cause du mensonge, mais parce qu'une partie était vraie. Elle était toujours sa femme, toujours la veuve de Thomas. Mais quand elle regardait Calder ROR, elle ne se sentait plus veuve, et cela la terrifiait. Quand elle retourna au ranch, Calder était dans la grange, les manches retroussées, du foin accroché à sa chemise. Il leva les yeux quand elle entra, son regard se rétrécissant immédiatement en voyant ses joues empourprées. Que s'est-il passé ? Rien, dit-elle trop vite. Il s'essuya les mains et s'approcha d'elle. Parlez. Elle soutint son regard avec difficulté. Ils disent des choses, que j'ai renoncé à mon deuil. Que j'ai pris votre maison et votre nom sans mériter ni l'un ni l'autre.
L'amchoira de Calder sa serra. Alors donnons-leur quelque chose de concret à raconter. Quoi? Il plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit un papier plié. Ce n'était pas une bague. C'était à nouveau un contrat. Elle le lut en silence. Son nom en haut, le sien en bas. Les termes étaient différents maintenant. Mariage selon la loi, de nom, mais aussi par accord. Sa propre chambre, pleine autorité sur l'école, indépendance complète en dehors des apparences sociales, et surtout, aucune obligation au-delà de ce qu'elle choisirait de donner. Ça vous protégera, dit Calder, la voix basse. Votre réputation, l'école, les enfants. Et vous? Demanda-t-elle. Il haussa les épaules. Je vis sous surveillance depuis la mort de Catherine. Je ne fais pas ça pour moi. Elle hésita. Vous m'avez déjà donné de la nourriture, un abri, du travail, murmura-t-elle. Maintenant, vous voulez me donner votre nom. Je veux vous donner un bouclier, dit-il. Le monde mord fort, Elisa. Ça le fera réfléchir à 2 fois. Le mariage fut discret. Pas d'invité, pas d'alliance. Juste le révérend Witham à la maison du ranch. Une Bible entre eux et Madame Chen comme témoin. Elisa portait une simple robe verte, la seule qui n'ait pas été cousue pour le deuil. Calder la regarda comme si elle était la lumière du soleil sur la neige. Ils prononcèrent les vœux, signèrent les papiers. Il ne lui toucha pas la main avant que le révérend ne dise « Vous pouvez embrasser la mariée ». Même alors, il ne fit qu'effleurer sa joue, mais le cœur d'Elisa se serra sous le poids de ce geste. Cette nuit-là, elle s'assit dans sa propre chambre, le feu crépitant, l'acte de mariage rangé dans son tiroir à côté du livre de poésie et de la montre de Thomas. Dehors, la neige tombait à nouveau, douce et lente. On frappa à sa porte. « Entrez, dit-elle. » Calder entra, hésitante. « Je vous ai apporté quelque chose. » Il tendit un petit pot, de la terre et des racines à peine en fleurs. Un rosier. Elle cligna des yeux. Ce n'est pas le printemps. Non, dit-il, mais j'ai pensé que vous étiez peut-être prête à ce que quelque chose pousse. Elle le prit, les mains tremblantes. Je ne vous aime pas, dit-elle soudainement. Je sais. Je ne sais pas si je le pourrai. J'attendrai. Même si ça ne vient jamais. Il sourit à peine. Même alors. Elisa baissa les yeux sur le rosier, un petit bourgeon perçant à travers la terre froide. Et pour la première fois depuis la mort de Thomas, elle désira quelque chose de plus. Le premier crocus perça la neige un mercredi. Elisa l'aperçut par la fenêtre de la salle de classe, d'un violet vif sur le blanc, tremblant mais intact. Elle sourit et toucha distraitement son ventre. L'enfant n'était pas encore attendu, pas avant un autre mois, mais la vie avait une façon d'arriver tôt dans la vallée. Les enfants avaient remarqué ces changements bien avant qu'elle n'ait dit un mot. Rosa avait été la première à demander, bien sûr, les yeux grands ouverts, la voix douce. « Il y a un bébé là-dedans, mademoiselle Elisa. » Et Samuel avait enchaîné. « Ça veut dire que monsieur ROR est votre vrai mari maintenant. » Elisa avait ri alors, nerveuse et un peu triste. « Il l'a toujours été, » avait-elle dit. « Je ne le savais juste pas encore. » Le jour de la floraison, Calder revint de la ville avec 2 caisses, l'une remplie de fournitures scolaires, l'autre de jeunes plants de printemps. « Elles sont à vous, » dit-il en les posant sur le porche. « Si vous les voulez. »« Je les veux. » Il n'en dit pas plus, hocha simplement la tête et se tourna pour nourrir les chevaux. Mais elle le suivit. « Calder. » Il se tourna, la lumière du soleil accrochée dans ses cheveux. Plus clair maintenant qu'en hiver. Plus doux. Elle prit une inspiration. « Je dors avec votre nom depuis bientôt 2 mois. Je pense qu'il est temps que j'arrête de prétendre que ça n'a pas d'importance. » Son front se plissa. « Qu'est-ce que vous dites ? » « Je dis que je vous aime. » Sa voix se cassa. « Je ne pensais pas que je pourrais. Pas après Thomas, mais vous. » Sa voix se brisa complètement. Il traversa l'espace entre eux, prit son visage entre ses mains comme quelque chose de sacré. « Dites-le encore. »« Je vous aime, Calder ROR. » Ses lèvres trouvèrent les siennes, douces, incertaines, et le baiser n'avait rien à voir avec leur arrangement. C'était tout ce que leur silence avait construit. Des mois de douleurs partagées, de regards discrets,
d'attention inexprimée. C'était un dégel, une floraison. Quand ils se séparèrent, Elisa appuya son front contre sa poitrine et rit doucement. Et dire que je pensais être celle qui donnait les leçons. Il gloussa. On dirait qu'on apprend tous les deux. Cette nuit-là, Calder déplaça le rosier dans sa chambre. Non, leur chambre. Il avait 3 bourgeons maintenant. L'un s'ouvrit à la lumière de la lampe. Des pétales délicats se déroulant pour révéler une fleur d'un rouge éclatant. Catherine cultivait des roses d'hiver, dit doucement Calder. Je pensais qu'il était impossible de les garder en vie. Eliza Surratt. Peut-être avait-elle juste besoin des bonnes mains. L'enfant vint par un chaud matin de fin avril. Rosa courut chercher le médecin pendant que Madame Chen préparait de l'eau et des couvertures. Calder ne quitta jamais le chevet d'Elisa. Il lui tint la main à travers chaque cri, chaque souffle, chaque battement de cœur. Et quand leur fils arriva, le visage rouge, hurlant, plein de vie, Elisa pleura. Ils le nommèrent Thomas James ROR. Thomas en souvenir, James pour la force, ROR pour le foyer. La première cloche du semestre de printemps retentit sur Riverbank une semaine plus tard. Les enfants affluèrent à l'école, leur rire résonnant dans la vallée. Elisa était assise sur le porche, le bébé dans ses bras, le bras de Calder autour de ses épaules. Une nouvelle rentrée scolaire, une nouvelle vie, une nouvelle saison. Elle déposa un baiser sur le front de leur fils et murmura « Tu es né de l'hiver, mais tu es fait de printemps. » Calder se tourna vers elle, la voix basse et pleine. « Je vous avais dit que j'attendrais. » Elle sourit. « Et je vous ai dit que ça en valait la peine. » Et ainsi, à travers ces terres impitoyables, une autre histoire s'envole avec le vent.